Bonjour et bienvenue dans notre série sur la santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui en déroute plus d'un, mais qui concerne presque toutes les familles, le cholestérol. Notre épisode s'intitule Le cholestérol, un sujet crucial, votre guide complet pour comprendre et gérer la dyslipidémie. Pour nous aider à expliquer en détail, nous avons l'honneur de recevoir les professeurs Adama Kane et Mabouri Diawo, deux éminents cardiologues sénégalais. Professeur, merci d'être là. D'abord, qu'est-ce que le cholestérol et pourquoi est-ce important? Commençons par les notions les plus élémentaires, car le cholestérol est souvent mal compris. Professeur Mabouri, qu'est-ce que le cholestérol exactement? Merci, Dr Abdou Khadr, et merci au laboratoire Agenta. Le cholestérol, effectivement, est une substance qui est cireuse, qui est sécrétée par le foie, mais qui peut être apportée aussi par l'alimentation, qui ressemble à de la graisse. Et cette substance est nécessaire à la fabrication de certaines hormones, mais également de certaines vitamines, notamment la vitamine D, qui sont donc nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, si quelque chose dont notre corps a besoin, on se demande souvent pourquoi cela a si mauvaise réputation. Alors merci beaucoup encore une fois pour nous permettre de communiquer sur cette question. Le cholestérol est important parce que, comme vient de le dire le professeur Diaw, il s'agit d'une substance obligatoire pour donc la synthèse de certaines hormones, mais il y a plusieurs fractions du cholestérol. Il y a ce qu'on appelle les fractions légères et les fractions lourdes de cholestérol. Il y a une fraction qui s'appelle le LDL cholestérol. Cette fraction-là a tendance à se déposer lorsqu'elle est en excès dans l'organisme. Elle va se déposer au niveau des artères et créer donc des bouchons qui peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle AVC, ou bien un infarctus du myocarde qu'on peut appeler aussi crise cardiaque. Souvent, la question qui se pose, c'est pourquoi le taux de cholestérol augmente. Commençons par examiner comment ces niveaux augmentent initialement. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'un taux de cholestérol élevé, professeur Mabouri? Une augmentation du taux de cholestérol est liée à plusieurs choses. Effectivement, il peut s'agir d'une alimentation qui est mauvaise, une mauvaise alimentation qui est très grasse, qui peut entraîner une élévation du cholestérol. Dans certaines situations, c'est le manque d'exercice physique également pour contribuer à ça. Il y a d'autres facteurs comme le tabagisme, comme le défaut de sommeil, qui sont des situations qui peuvent entraîner une élévation du cholestérol. Mais il faut savoir que dans certaines familles, on peut avoir donc une élévation qui est liée à la génétique, et cette élévation liée à la génétique est appelée hypercholestérolémie familiale. C'est donc un mélange de mode de vie et de biologie. Une personne peut-elle avoir un taux de cholestérol élevé même si elle est mince ou mange normalement, professeur Adama Kane? Absolument, parce que comme vient de le dire donc avec brio le professeur Diaw, c'est qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a donc une note génétique qui peut exister. Il y a d'authentiques hypercholestérolémie familiale, c'est des familles de cholestérol. Et donc quand qu'on est dans une famille de cholestérol, il faut pouvoir l'identifier par un dépistage. C'est pour cela, dans ces situations-là, il est important de faire des analyses de sang pour dépister la présence ou non de cholestérol anormal dans le sang. Souvent, les populations se demandent le lien entre du cholestérol élevé et le cœur. Voyons maintenant quel est le véritable danger, ce que fait le cholestérol à l'intérieur de nos artères. Je reviens à professeur Mabouri. Comment exactement un taux de cholestérol élevé nuit-il au cœur? Une augmentation importante du taux de cholestérol, mais surtout le mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol, effectivement va se déposer au niveau des artères de l'organisme. Et le fait de se déposer au niveau des artères de l'organisme va entraîner la formation de plaques, ce qu'on appelle les plaques d'athérome, ou pour simplifier les plaques de cholestérol, qui à la longue vont se durcir, se calcifier. Mais dans certaines situations à risque, donc ces plaques de cholestérol
peuvent se rompre et entraîner la formation donc, de caillots au niveau de ces artères. Et la formation donc, de caillots au niveau de ces artères va être responsable, si c'est au niveau du cœur, d'infarctus du myocarde. Si c'est au niveau donc, des artères à destiner vers la tête, donc donner des accidents vasculaires cérébraux, ou bien si c'est au niveau des artères qui vont vers les membres inférieurs, donc donner ce qu'on appelle les artériopathies des membres inférieurs. Ça a l'air grave, surtout que ça se passe en silence. Professeur Adama Kane, existe-t-il des symptômes permettant de savoir si une personne a un taux de cholestérol élevé? Malheureusement, le cholestérol, comme plusieurs autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, sont communément appelés des tueurs silencieux, puisqu'il n'y a pas de symptômes spécifiques à la présence d'un excès de cholestérol, sauf dans quelques cas d'hypercholestérolémie familiale, où on peut avoir des signes cutanés, donc de dépôt de cholestérol. Mais c'est extrêmement rare. Donc ce dont on parle actuellement, dans ce propos, c'est plutôt le cholestérol lié à ces facteurs de risque-là. Et ce cholestérol-là, malheureusement, n'est pas symptomatique. D'où, encore une fois, l'importance de faire un dépistage systématique. D'accord. Il y a aussi la question, souvent, le lien entre cholestérol et alimentation. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut manger? Ce n'est pas clair dans la tête de beaucoup de personnes. Passons maintenant donc à l'alimentation, car c'est sur ce point que la plupart des gens ont des questions. Professeur Mabouri, quels sont les aliments qui font le plus augmenter le cholestérol? Il faut savoir que l'alimentation, surtout quand elle est riche en acides, en graisse, ce qu'on appelle les acides gras saturés, ou bien en acides gras trans, donc sont des aliments qui peuvent augmenter donc, le taux de cholestérol et surtout le mauvais cholestérol de LDL. Et ceci peut se retrouver dans la charcuterie, notamment la viande rouge qui est grasse, ça peut se retrouver dans les viennoiseries, également tout ce qui est beurre, qui est fromage, en fait des aliments gras peuvent entraîner effectivement une augmentation donc, du cholestérol. C'est pourquoi effectivement il faut chez certaines personnes faire attention par rapport à l'alimentation donc riche en graisse, riche en acides gras saturés, mais également éviter les grignotages, mais également les viennoiseries et les charcuteries. Oui, mais les gens demandent souvent ce qu'ils devraient manger à la place. Donc, quels sont les, professeurs Adama Kane, quels sont les aliments qui aident réellement à faire baisser le cholestérol? Alors, tout ce qui est fruits, légumes, céréales complètes, noix, graines légumineuses et poissons sont vraiment à recommander. C'est ce qu'on appelle le régime DASH, ou Dietary Approach to Stop Hypertension, mais qui aussi diminue le cholestérol. Il y a aussi les aliments riches en fibres solubles, comme l'avoine et les pommes, qui contribuent aussi à éliminer le cholestérol. L'utilisation notamment d'huiles saines, comme l'huile d'olive ou l'huile de moutarde, est également bénéfique. D'accord, maintenant parlons des habitudes qui font la plus grande différence. À quoi ressemble une bonne routine quotidienne pour contrôler son cholestérol, professeur Mabouri? Pour contrôler son cholestérol, bon, on a l'habitude de dire qu'il faut se mouvoir. C'est ce qu'on appelle donc faire de l'exercice physique. Et cet exercice physique doit être un exercice physique qui est dynamique, qui est surtout régulier. Je pense qu'il faut insister sur la régularité donc, de cette activité physique, parce que c'est ça qui permet d'être bénéfique donc, pour la réduction au long cours donc, du cholestérol et surtout donc, du mauvais cholestérol. Mais également, il faut avoir une bonne hydratation, donc il faut boire assez d'eau. Il faut également une bonne alimentation avec des repas qui sont équilibrés. Mais également, il faut tenir compte des horaires. Il faut éviter donc de manger trop tard. Il faut peut-être des heures fixes, notamment pour le déjeuner, mais surtout pour le dîner très tôt, donc pour éviter effectivement une accumulation donc de ce mauvais cholestérol. Et ce sont ces petites habitudes donc, qui vont faire la différence et qui permettent de réduire donc, le cholestérol donc, si ces habitudes sont routinières. On entend beaucoup parler d'exercice physique, mais tout le monde ne sait pas quel est le meilleur. Professeur Adama, quel type d'exercice est le plus efficace? Alors, comme vient de le dire le professeur Diaw, il y a un élément important qui est ressorti dans son discours, c'est l'habitude. C'est-à-dire, ces facteurs de risque-là, notamment le cholestérol, c'est des compagnons de vie. Donc, il faut adopter
un certain style de vie. Et dans le style de vie, il y a l'effort physique. L'effort physique, ce n'est pas la peine d'aller vers des efforts extrêmement intenables. Il faudrait juste être régulier dans la pratique. Et donc, un mélange de marche rapide, de jogging léger ou de vélo, complété par 2 séances de gymnastique, de musculation, peuvent faire le job. Et donc, il n'y a pas besoin d'être dans des trucs très sophistiqués et très coûteux. C'est la régularité qui importe. Et je pense que souvent aussi les médicaments sont importants. On va voir. Abordons maintenant le sujet de ces médicaments, souvent source de confusion pour les patients. Professeur Mabouri, quand un traitement médicamenteux est-il nécessaire pour gérer le cholestérol? Effectivement, dans certaines situations, on est amené à donner des médicaments. C'est pourquoi, en général, on demande d'évaluer le risque cardiovasculaire du malade. C'est-à-dire, c'est le risque que le malade a de faire un événement sur les 10 ans. Et en tenant compte donc du LDL cholestérol, qui est un élément fondamental dans cette évaluation du risque cardiovasculaire, on est amené donc à donner des molécules, notamment un traitement. Effectivement, si le LDL cholestérol est élevé, il faut donner un traitement. Si votre patient également présente un diabète ou bien a fait un antécédent de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle. Donc, chez ces malades, il faut déjà leur donner donc un traitement médicamenteux, prescrire un médicament pour baisser le cholestérol. Parce que l'utilisation de ces médicaments, comme on l'a dit tout à l'heure, va diminuer et éviter donc l'augmentation de la plaque et ainsi donc réduire donc les événements cardiovasculaires en protégeant le cœur, mais également les artères et le cerveau. D'accord, mais certaines personnes hésitent ou craignent d'avoir besoin de médicaments à vie. Professeur Kane, les médicaments contre le cholestérol doivent-ils être pris à long terme? Alors, le terme de médicament à vie, c'est un terme qu'il faut changer par médicament pour la vie. Puisqu'en réalité, c'est des médicaments qu'on donne pour avoir une vie saine, sans accident vasculaire, sans atteinte cardiaque. Et donc, le plus souvent, lorsqu'on joue avec les aliments, on peut être amené à réduire donc, le nombre de médicaments qu'on prend, mais il y a un élément important, il faut éviter l'automédication, il faut éviter de baisser par soi-même ces médicaments, il faut toujours en référer au médecin. Mais encore une fois, c'est des médicaments qui nous protègent et dont on a absolument besoin. Donc, pour conclure, voici un point pratique, comment rester motivé. Comment les personnes peuvent-elles s'engager à gérer le cholestérol sur le long terme, professeur Mabouri? Pour gérer donc le cholestérol à long terme, il faut se fixer des objectifs. Et il faut que ces objectifs soient mesurables, mais également surtout que ces objectifs soient simples et qui permettent donc aux patients de pouvoir les surveiller, de pouvoir être réguliers dans l'atteinte de ces objectifs. Et ces objectifs, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'activité physique, c'est la marche, donc régulièrement, sans trop de pression. Ça permet effectivement de réduire le cholestérol. Mais également, il faut une alimentation équilibrée qui est en diminuant les sucres, les graisses, mais également le sel. Ça, c'est des objectifs, entre guillemets, petits objectifs, mais qui permettent donc aux patients de se surveiller. Ce qu'il faut éviter, c'est de fixer des objectifs démesurés que le patient peut faire peut-être 1 ou 2 mois et après, ces objectifs sont tellement élevés qu'il ne peut pas les atteindre. Et ça va les décourager et les obliger donc à arrêter soit leur traitement ou bien à ne plus faire d'activité physique. Et malheureusement, c'est ça qui va concourir donc à une élévation donc de leur cholestérol. Donc c'est des objectifs simples, des petits objectifs, notamment la marche régulière, une alimentation équilibrée et saine. Ça sont des objectifs que nous pouvons fixer et que nous pouvons mesurer et que nous pouvons atteindre donc facilement. Et enfin, nous allons parler de surveillance avec le professeur Adama Kane. À quelle fréquence faut-il contrôler son taux de cholestérol? Alors, un contrôle annuel pour un sujet adulte, un contrôle annuel est de mise. Maintenant, lorsqu'on a une hypercholestérémie connue ou lorsqu'on est traité pour
une hypercholestérolémie, il faudrait faire un contrôle trimestriel ou semestriel. Voilà. Nous remercions vivement professeur Mabouri Diawo et professeur Adama Kane pour cette explication si claire du cholestérol. Et merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints pour le cholestérol, un sujet crucial, votre guide complet pour comprendre et gérer la dyslipidémie. Prenez soin de vous, faites contrôler votre profil lipidique et à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci. Merci.